Merci de votre présence à cette soirée, les pétromonarchies du Golfe des Alliés contre nature. Cette soirée était prévue initialement le 30 janvier et compte tenu des événements qui s'étaient déroulés la veille à Québec, nous avons fait le choix de reporter notre soirée à ce soir pour à la fois respecter et aussi marquer notre solidarité à l'occasion des vigiles et notamment d'une vigile qui se tenait tout près d'ici le soir du 30 janvier. Alors certaines d'entre vous se sont peut-être déplacés ce soir-là. On s'excuse et on est très heureux que vous soyez revenus ce soir si vous l'avez fait. On sait que certains n'ont pas pu revenir ce soir, mais on est très heureux de vous accueillir. Ceux et celles qui sont des habitués des soirées relations, vous avez davantage l'habitude d'avoir Agustin Nicolaou comme animateur qui a pris quelques mois de sabbatique, donc vous allez devoir vivre avec mon animation. Je suis Elisabeth Garand, directrice du Centre Justice et Foi. Alors, ça me fait plaisir de vivre cette soirée avec vous. Nous vous proposons ce soir un thème qui nous a semblé important d'aborder, celui de mieux comprendre le rôle, les fonctions, ce qui se passe au niveau des pétromonarchies du Golfe, un sujet qu'on aborde peu dans des événements publics et pour lequel, je pense, nous avons besoin d'acquérir énormément de nouvelles connaissances pour en saisir davantage les enjeux. On constate par contre, par différents événements politiques qui se déroulent, que ces pétromonarchies du Golfe sont des alliés de plusieurs États occidentaux et que malgré le fait qu'il n'y a pas de démocratie, que le respect des droits humains sont sujets à énormément de critiques, on constate quand même qu'il y a des liens importants qui sont tissés avec les pays occidentaux notamment. Les pétromonarchies sont aussi au cœur de plusieurs enjeux importants, qu'ils soient de l'ordre géopolitique, qu'ils soient de l'ordre économique, qu'ils soient de l'ordre des questions religieuses. Et c'est un peu à travers ces différents aspects que nous aimerions ce soir essayer de mieux comprendre ce qui se déroule au plan international et dans cette région notamment, de mieux aussi saisir des enjeux qui ne nous sont pas très souvent expliqués dans les grands médias et pour lesquels il faut souvent des lectures attentives dans des médias alternatifs ou aussi dans des médias moins connus de nous, lecteurs et lectrices du Québec. On va avoir la chance d'avoir 3 personnes ressources pour nous aider à aborder cette question ce soir. Des personnes qui ont beaucoup d'intérêt pour ces enjeux géopolitiques et pour cette région, qui sont aussi passionnés et compétents. Alors, je remercie à l'avance Fernand-Michel Cloutier, qui est à ma droite, Michael Picard, qui est au bout à ma gauche, et Mouloud Idir, juste à côté de moi. Je vous les présenterai évidemment au fur et à mesure de leur présentation avec un peu plus de détails. Pour les personnes peut-être qui sont moins familières avec le fonctionnement des soirées relations, nous allons dans un premier temps prendre le temps d'écouter les 3 interventions de nos panélistes qui sont contraintes à respecter leurs 20 minutes d'intervention. Alors, je vais avoir le rôle de les arrêter pour qu'ils respectent leur temps. Nous allons prendre une pause ensuite et nous reviendrons avec un échange avec nos panélistes qui, là, pourront compléter toutes les choses qu'ils n'ont pas pu dire dans le 20 minutes grâce à vos questions et à des éléments qu'ils pourront ajouter. Alors, donc, nous nous lançons avec une première intervention de Fernand-Michel Cloutier, qui est professeur de sociologie au Cégep de Rosemont depuis une 15aine d'années. Il a à son actif d'être un excellent enseignant,
très passionné, mais c'est pas tout à fait pour ça que nous l'avons demandé ce soir. C'est surtout par son intérêt, sa formation en sciences politiques et à l'analyse politique qui l'intéresse et qui l'ont amené à creuser différentes questions internationales, certains enjeux géopolitiques, notamment en ce qui regarde le monde arabo-musulman depuis longtemps. Nous avons demandé à Fernand Michel de poser la table ce soir, donc par sa première intervention, de nous mettre les éléments d'explication sur le rôle géopolitique que ces pétromonarchies jouent dans le cadre de la mondialisation et des liens particuliers, du rôle particulier qu'il peut jouer par rapport à Israël et aussi par rapport aux intérêts que plusieurs pays occidentaux membres de l'OTAN ont au Proche-Orient. Donc, à vous la parole. Je vous passe le micro pour vous permettre. Merci. Bon, alors on m'entend bien, excellent. Alors, non, je pense que je vais le rapprocher encore un tout petit peu. Bon, voilà. Alors là, on va faire un petit travail avec l'image, parce qu'on dit que l'image vaut 1000 mots. Alors, on va voir si l'image vaut 1000 mots. Alors, on va commencer par une petite introduction. Alors, la petite introduction, voilà. Bon. Bon, alors je suis désolé. Alors, d'abord, la question, elle est présentée d'un point de vue géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire, un point de vue géopolitique? Ben, ça veut dire ce qui est écrit, ce que vous voyez là. C'est-à-dire que les ressources naturelles et les voies de communication, ça devient un enjeu politique. Alors là, je vous le dis, on met la table, OK, au point de départ, OK, ce que je veux essayer de partager avec vous et de vous faire comprendre, c'est que quand on tente de comprendre un conflit ou les conflits qu'il y a en particulier au Moyen-Orient, très souvent, on est confronté à des clichés. On entend ça souvent dans les médias, on discute et puis on dit « Ah, c'est un conflit religieux ». Ben moi, là, je vais essayer de vous démontrer une chose, c'est que c'est pas un conflit religieux, que ça n'a rien à voir avec la religion, qu'à la base, OK, c'est une question de ressources naturelles, de contrôle des voies de communication et les gens OK, qui vous disent que c'est un conflit religieux, qui vous disent, OK, qu'il y a des luttes, OK, des représentations de conflictuelles entre des civilisations. Hein, c'est la thèse d'un monsieur qui s'appelle Huntington, qui est tristement célèbre parce que lui, il nous dit il n'y a pas de possibilité de communiquer avec les musulmans quand on est des chrétiens. Ben, c'est pas vrai. Finalement, OK, la base du conflit, on va le voir dans quelques instants, c'est strictement une affaire de contrôle des ressources naturelles et puis le reste, OK, là, c'est de l'apparence. C'est simplement de l'apparence. On nous raconte des histoires. Alors, quand on comprend le point de vue géopolitique, comme c'est écrit là, on parle de ressources naturelles, on parle de voies de communication, on va le voir dans quelques instants avec des cartes, ça devient un enjeu politique. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième acteur qui est super important, c'est l'État. Pourquoi? Parce que l'État, c'est un lieu de pouvoir, puis c'est un lieu d'intérêt. Et comme l'a déjà dit quelqu'un, l'État, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de sentiment, ça n'a que des intérêts. Et si on comprend ça, on comprend pourquoi ça n'a rien à voir avec les convictions, ça n'a rien à voir avec la spiritualité des gens, ça n'a rien à voir avec la chrétienté ni avec l'islam, bien que l'on ne cesse de dire ça de part et d'autre, chez certains musulmans comme chez certains chrétiens, mais on va le voir à l'instant, ça n'a rien à voir. Alors, on commence d'abord par une première carte, OK? Alors, vous voyez ici une carte, OK, du Moyen-Orient. Et cette carte du Moyen-Orient, là, les jolies petites étoiles, là, vous savez ce que c'est dans cette galaxie? Ben, c'est les étoiles des bases américaines. Il en manque pas, hein? Fait que regardez, les Américains sont présents partout, mais il y a 4 endroits où ils sont pas présents. En Iran, en Syrie, en Jordanie, puis en Israël. Bon, Israël, on va garder ça pour la fin, pas besoin d'être présent, parce que déjà Israël fait du bon travail pour les États-Unis, mais ça, on va voir ça plus tard. Et là, regardez, partout, il y a des étoiles. Et il y en a en particulier dans le Golfe ici, ce golfe très important parce que c'est là que transite le pétrole. Alors donc,
Pas besoin d'avoir trop un grand esprit d'analyse pour comprendre que là où il y a des richesses naturelles, là où il y a des ressources, il y a des bases américaines pour protéger ces ressources, parce que ces ressources, ils sont vitales, OK, pour l'Occident, ils sont vitales, OK, pour les États-Unis, et surtout, ils sont vitales pour contrôler le développement des pays. Alors, si vous contrôlez les routes du pétrole, vous contrôlez les voies d'approvisionnement, vous contrôlez le développement de quel pays, en particulier de la Chine, ça va devenir un enjeu très important. Alors, quand on contrôle les voies d'approvisionnement, quand on contrôle un pays comme l'Arabie Saoudite, on va y arriver dans quelques instants, j'arrête pas de dire d'ailleurs, on va y arriver dans quelques instants, mais on y arrive. Alors, quand on contrôle, OK, ces sources d'approvisionnement, on contrôle le prix, et on contrôle, OK, les sources d'approvisionnement. Mais ça, c'est vital pour le développement des pays. Rappelez-vous, OK, peut-être pour les plus anciens, en 1973, quand l'Arabie Saoudite décide unilatéralement d'augmenter le prix du pétrole, ça crée une véritable crise économique partout dans les pays industrialisés, pour vous dire comment c'est vital, cette production. Alors, première des choses à pas oublier, les bases américaines, regardez, il y en a partout. À l'échelle de la planète, en passant, il y en a 800 bases américaines. Puis si vous les comptez là, il y en a à peu près 70. Ça en fait beaucoup de bases américaines pour contrôler cette ressource précieuse. En passant, il n'y a pas d'utilité à avoir une base militaire s'il n'y a pas un enjeu. Hein? On ne construit pas des bases militaires pour le plaisir. Donc, on les construit parce qu'il y a une vraie raison pour laquelle on veut s'assurer de la sécurité des approvisionnements. Voilà. Pétrole, fondement des sociétés capitalistes et industrielles, incluant la nôtre. 32% de l'énergie primaire consommée à l'échelle de la planète dépend du pétrole. 29% du charbon, 21% du gaz naturel. Alors, ajoutez le pétrole au gaz naturel, puis vous faites le calcul, vous qui êtes de grands calculateurs, vous êtes à 53% de toutes les ressources qu'on utilise à l'échelle de la planète. 53% passent par là. Et là, c'est quoi? C'est 33% de la production mondiale qui vient du Moyen-Orient. C'est pas rien, hein? 33% de la production mondiale. Si on perd le contrôle, si les États-Unis perdent le contrôle de cette ressource, c'est terminé. 13% des USA, 13% de la production pétrolière vient des USA, 12% de la Russie. Je le fais à titre comparatif. Vous voyez, 33% Moyen-Orient, 13% USA, 12% Russie. Je vous en ai parlé il y a quelques instants. Crise de 1973. Unilatéralement, l'Arabie Saoudite va décider d'augmenter les prix du pétrole parce qu'il y a un conflit apparemment avec les Palestiniens et les Israéliens. Ça se réglait pas au goût des Saoudiens. Ils ont décidé d'augmenter le prix du pétrole unilatéralement. Ils le referont plus jamais, d'ailleurs. Mais c'est pour vous dire que cet avertissement démontre la grande fragilité de nos économies à ce pétrole et à tout ce qui en découle, à savoir la consommation, la base même du développement industriel. On poursuit. Consommation de pétrole maintenant. États-Unis, 852 millions de tonnes annuellement. Et je vous en parlais tantôt, il y a quelques instants, la Chine, 560 millions de tonnes. Ils montent, eux autres, là. Tranquillement, ils s'en viennent, hein? On le sent. L'Inde, un autre grand futur consommateur de pétrole. Je vous l'ai dit tantôt, si on contrôle les sources d'approvisionnement, on contrôle le développement de ces pays-là. Et c'est pour ça qu'on place des bases militaires un peu partout. Japon, 190 millions de tonnes annuellement. Europe, 629 millions de tonnes, OK, annuellement. C'est pas T3, mais c'est un T avec une barre, donc tonnes annuellement. Ça veut donc dire, OK, que si on fait le petit calcul rapide, ben on voit comment c'est important pour les États-Unis, mais pas seulement pour les États-Unis à l'interne. C'est important, OK, pour la Chine et l'Inde. C'est les futures grandes puissances de ce monde. Et je répète encore une fois, quitte à le répéter sans cesse, qui contrôle ce pétrole, contrôle le développement de ces pays. Donc, c'est un instrument de contrôle extrêmement important. On garde ça en tête. Un instrument de contrôle extrêmement important. On voit
maintenant les sources d'approvisionnement et les routes d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça veut vous montrer, cette carte-là? C'est que contrairement à ce qu'on pense, le pétrole du Moyen-Orient, il s'en va pas aux États-Unis. Vous voyez, là, la grande ligne, là, c'est en Asie. C'est au Japon, en Chine, en Inde. C'est là, essentiellement, que le pétrole du Moyen-Orient s'en va. Pas aux États-Unis, parce qu'ils sont malins, les Américains. Ils se fient pas aux approvisionnements du Moyen-Orient. Ils ont déjà leurs sources d'approvisionnement. D'ailleurs, les États-Unis sont à la veille, avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste, de devenir indépendants, de ne plus dépendre de personne. Alors, s'ils mettent des bases militaires là-bas, c'est pas pour assurer leur développement à eux, c'est pour contrôler le développement des autres. Puis vous le voyez, là, les sources d'approvisionnement, c'est au Japon, en Chine, puis en Asie qui s'en vont. C'est là qu'est l'avenir. C'est vers ça que se déplace actuellement le développement industriel, et les États-Unis le savent bien. Hein? M. Trump, même M. Obama avant, le disait. L'essentiel du développement, ça se passe en Asie. Il nous intéresse plus tant le Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est pour ça que si on a l'occasion, petite parenthèse, de parler de la Syrie, pour ça qu'ils laissent tomber la Syrie, ça les intéresse plus. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Japon qui les intéresse. Je vais 4 fois le répéter, là. On veut contrôler le développement de la Chine, on veut contrôler le développement de l'Inde, de l'Asie. Puis vous le voyez, c'est là qu'il s'en va le pétrole saoudien. L'Arabie saoudite, quel merveilleux pays, extraordinaire pays. Alors, première hypothèse que je vous lance comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. L'État saoudien, c'est pas un État religieux. On va voir dans un instant. Pourquoi? En 1924, les Hachémites, qui est une famille royale importante, sont au pouvoir en Jordanie aujourd'hui et ont été chassés par les Saoudiens. Fait que les Saouds ont chassé les Hachémites. Ce qui est quand même assez fantastique, je sais pas si vous avez déjà pensé à ça. L'Arabie saoudite, c'est comme le Québec tremblé. C'est une famille. C'est extraordinaire. Un État qui porte le nom d'une famille, d'un clan. C'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant, qui porte le nom d'un clan. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. On va voir dans un instant, plus concrètement, qu'est-ce que ça suppose. Alors, c'est pas très clair, ce type d'État-là. Et là, je vais vous donner un exemple extraordinaire. Alors, en 1924, quand les Hachémites sont chassés de la Mecque, vous avez un merveilleux cas où on démontre comment cet État, qui a pris donc forme avec la prise du pouvoir à la Mecque des Saouds, qui ont chassé, comme je viens de vous le dire, ceux qui sont au pouvoir en Jordanie actuellement. Vous me suivez, hein? Eh bien, c'est le cas de ceux qu'on appelle les Irwan. Les Irwan, ce sont des puristes religieux, ce sont des gens très purs, qui ont été en quelque sorte les combattants, les moines, en quelque sorte soldats, qui ont permis aux Saouds de prendre le pouvoir. Et ces gens-là, ne voulaient pas que l'on exploite le pétrole, considéraient que ça ne correspondait pas à des valeurs spirituelles importantes dans l'islam, ne voulaient surtout pas que les Américains foulent le sol d'une terre qu'ils considéraient comme sacrée. Et là, Abdelaziz, notre bon vieux pote Abdelaziz Saoud, le grand-père, le fondateur de l'État saoudien, se dit « Ouais, les Anglais nous présentent un projet qui consiste à développer la production pétrolière ici. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va nous enrichir. C'est peut-être pas une mauvaise idée. On va pouvoir asseoir notre pouvoir là-dessus. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que sur le plan religieux, accueillir des étrangers qui vont venir ici favoriser le développement d'une société de consommation puis de production, puis finalement qui vont mettre l'accent plutôt sur des valeurs matérielles plutôt que spirituelles, c'est inacceptable. On n'est pas d'accord, on rejette ce projet-là. Saoud, n'oubliez pas, qui est censé garder les lieux saints de la Mecque, un homme pieux dit, faudrait trouver un moyen, de trouver un petit arrangement avec les capitalistes américains quand même, parce que on va faire de l'argent, nous, avec le pétrole. Comment on pourrait s'organiser? Alors, il rassemble des gens supposément très purs, qui correspondent à une tendance qui est très religieuse, que l'on appelle les wahhabites.
Et là, il dit, on pourrait se réunir, puis j'essayais donc de me trouver quelque chose dans le Coran pour justifier la présence des Américains puis l'exploitation du pétrole. Il dit, ouais, mais on trouve pas grand-chose, puis il dit, nos moines soldats, là, nos Irwan ici, ils sont pas d'accord, puis ils ont des arguments religieux. Ben, il dit, là, ça suffit. En 1929, Saoud, c'est pas rien, celui qui contrôle la Mecque, celui qui a presque le titre de défenseur des croyants, le grand protecteur des lieux saints, dit on va appeler les Britanniques, on va appeler l'armée britannique, venez donc nous aider à écraser ces religieux qui nous empêchent de faire de l'argent. C'est pas très religieux, ça, c'est pas très moral, ça, c'est pas très spirituel, ça. Ben voilà. Il démontre, dès 1929, et ça c'est une histoire connue, dont on ne parle jamais, okay? Il fait appel aux Britanniques, parce que les Britanniques, vous avez compris que la Anglo Petroleum Company, ils ont des intérêts dans le pétrole en Arabie Saoudite. Alors, il dit, ben, il n'y a aucun problème, on va les écraser. 1929, à l'aide de l'armée britannique, des avions, des chars d'assaut, de l'équipement moderne pour les années 20, il écrase, il annihile dans le sang complètement ces moines soldats, ces purs de l'islam. T'as pas trop des religieux, ceux qui ont fait ça, hein? Ils s'allient aux Britanniques pour les écraser, et là, plus de problème, on vient de se débarrasser, de cette catégorie gênante qui nous permet maintenant d'exploiter le pétrole, de faire de l'argent avec le pétrole, puis évidemment, d'asseoir notre pouvoir. C'est un État qui est en train de naître, là. C'est un pouvoir, vous comprenez? Ça n'a plus rien à voir avec la religion, ça. On continue. Ça, c'est à nos moines, là. Nos combattants, nos puristes, religieux, ils viennent d'être écrasés, ils viennent d'être zigouillés. Pacte de Quincy. Oh boy! Bon. Pacte de Quincy, très vite. Les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, celui que vous voyez, là, c'est lui, là, le Abdelaziz Saoud, le grand-père, le fondateur de la dynastie des Saouds, qui est en train de jaser avec Roosevelt, puis qui dit, tiens, si on faisait un petit deal. Et le deal est simple. Le rôle politique de l'État saoudien se résume à ceci. En échange d'une garantie de contrôle du pétrole par les États-Unis qui vont suivre les Britanniques après la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu les Américains qui prennent la relève en Arabie Saoudite pour les raisons que vous devinez. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Britanniques perdent du pouvoir, c'est les Américains qui prennent la place. Eh bien, ils décident de faire un compromis. C'est ça l'idée à la base, un deal. Et le deal est simple. Nous vous protégeons, nous les Américains, on protège votre régime, puis en échange, vous inondez le marché pour stabiliser les prix. Puis évidemment, vous nous laissez contrôler les routes d'approvisionnement. Comme je disais tantôt, un deal qui tient encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein? Alors, le deal, donc, vient démontrer qu'il y a pas de base religieuse, il n'y a pas de conflit, ça n'a rien à voir avec la religion. Là, on est en train de parler d'intérêt, on est en train de parler de pouvoir, on est en train de parler de business. Très souvent, et là, je vais vite, là, très souvent, on nous dit donc, ben oui, mais c'est un conflit, puis on entend parler des sunnites, puis des chiites, puis ça fait toutes sortes de conflits dans l'islam. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes amis. Il n'y en a jamais eu de conflit comme ça. De 62 à 70, il y a une rébellion au Yémen. Il y a un courant nationaliste arabe qui est soutenu par un président égyptien qui s'appelle Nasser. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui. Nasser, il décide d'envoyer des troupes au Yémen. Mais à ce moment-là, les Saoudiens, qui sont les défenseurs de l'ordre établi, oubliez pas de la religion, de leur pouvoir, de l'ordre établi, bien là, ils font une alliance avec les chiites. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'Arabie Saoudite combat les chiites. Mais en 62-70, ils les combattaient pas. Ils finançaient les chiites du Yémen parce que ceux-ci se battaient, contre les troupes de Nasser. Là, ça les dérangeait pas. Sunnites, chiites, tant que ça servait leurs intérêts. Le régime saoudien va soutenir financièrement les militaires en Égypte lors du coup d'État de 2011-2013. Ah, OK, j'ai pas le droit de le dire, c'est dans son truc. OK, alors je le dirai pas. Le régime saoudien, donc, va financer, voyez, je l'ai pas dit, va financer les militaires, contre les frères musulmans, leurs frères sunnites. Ils en ont rien à cirer. Ils appuient les mêmes militaires qui combattaient 20 ans auparavant. Cherchez la logique.
Et il n'a qu'une seule logique, se maintenir au pouvoir. Il n'a pas d'autre, c'est la seule. Fait que des fois, t'es mon ami, des fois, t'es pas mon ennemi, des fois, je te finance, après, je te finance plus. Ça dépend si ça me permet de rester au pouvoir. N'importe quoi pour pouvoir rester au pouvoir. OK, je vous l'ai dit, nature du compromis, c'est simple. Bon, on en a parlé assez rapidement. Puis là, il me reste encore... Il me reste 2 minutes, c'est bon. Parce que j'ai vu 5 minutes. Fait que j'ai dit, peut-être je suis correct. Je suis rendu à 6, 7. Alors, nature du compromis, je vous en ai parlé, un deal. C'est une affaire d'intérêt, les deals. Les deals, oui, c'est une affaire d'intérêt, les deals. Ça veut dire, c'est avantageux pour les deux. Je me maintiens au pouvoir, tu me défends, puis en échange, je te donne j'inonde le marché avec mon pétrole. L'Arabie Saoudite, première réserve mondiale, ils ont les moyens d'inonder le marché, ils gardent les prix bas. Pas pour les États-Unis, pour le contrôle, n'oubliez pas, par les Américains, du développement de la Chine et de l'Inde. Bon, on va y arriver. Un autre exemple, OK, très rapidement, conflit. On parle tout le temps, conflit sunnite-chiite. Regardez sa carte-là, c'est là qu'est le pétrole en Arabie Saoudite. Il est là, où ce que les ancres de bateaux, là, tous les puits sont là, OK? Et là, oups! Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte-là en mauve? C'est les populations chiites. Je ne sais pas si vous l'avez compris, la subtilité. Le pétrole est là, en Arabie Saoudite, où il y a des chiites. Pas parce qu'ils sont chiites que ça pose un problème. C'est parce qu'ils sont installés là, où il y a du pétrole. Puis les Saoudiens veulent surtout pas qu'ils se rebellent, parce que s'ils se rebellent, ils perdent le pétrole. Le pétrole, il est là, voyez? Puis les chiites, ils restent là où est le pétrole. Alors, si l'Iran active ces groupes à Bahreïn, une partie au Koweït, en Irak, et surtout là, la petite tache à côté de Riyad, là, c'est en Arabie Saoudite, ça, puis regardez, le pétrole est là, puis eux autres sont là, bien, ils s'emparent du pétrole, et c'est donc une guerre de contrôle du pétrole. Rien à voir avec la religion, encore une fois. Alors, les bases du compromis, maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben là, il doit me rester au moins 1 minute, là. Non, c'est bon. Alors, les bases du compromis, je vous lance ça comme question. Est-ce que c'est remis en question? Eh bien, oui, c'est remis en question. Par l'élection de Trump, qui ne s'intéresse plus au Moyen-Orient, s'intéresse à l'Asie. Ça pose un problème. Ça pose un problème pour le régime saoudien qui ne peut plus compter comme avant sur les Américains. Ça pose un problème, pourquoi? Parce que Trump, tout d'un coup, dans une lubie, aurait décidé, mais on dit tout le temps ça, Trump il est un peu spécial, il est un peu particulier, ça n'a rien à voir. Ça serait n'importe quel président, ça serait vous, ça serait moi, fondé sur des intérêts. L'exploitation du schiste rend les États-Unis totalement autonomes. Ils n'ont plus besoin du pétrole de personne. Donc, à partir de ce moment-là, ils se désintéressent du Moyen-Orient, sauf, bien sûr, pour assurer le contrôle des routes d'approvisionnement, pour retarder le développement de la Chine et de l'Inde. Mais eux, ils n'ont plus besoin de ce pétrole-là, parce qu'ils sont indépendants. Très vite, la guerre en Syrie, on en parle beaucoup, voyez, ça c'est la base, la guerre en Syrie. Un projet de développement à partir de l'Iran, un projet de développement à partir de l'Arabie Saoudite. Le jour où le président syrien dit « Moi, je préfère le tracé de l'Iran plutôt que le tracé de l'Arabie Saoudite », ils ont dit « Toi, on va avoir ta peau ». Parce qu'on veut le projet saoudien. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Fait que la guerre n'est pas religieuse. Demain matin, Assad décide de favoriser le projet de transport saoudien. Il n'y a plus de guerre. Assad devient le meilleur ami de l'Arabie Saoudite. Alors que là, c'est le dieu, le démon de tous les esprits, parce qu'il a décidé de privilégier un projet de développement iranien plutôt qu'un projet de développement pétrolier saoudien. C'est pas religieux, ça. C'est une affaire d'argent puis de pétrole. Et vite, regardez pour vous montrer si on sort un peu de l'Arabie Saoudite puis qu'on parle juste de la Syrie. C'est ça aussi de la géopolitique. Si vous avez une petite idée du conflit en Syrie, très vite, là, ben vous regardez le territoire qu'il y a là, puis toutes les parties qui sont en plus foncées, OK? Ben ces parties-là, c'est des parties où il y a eu une grave crise agricole. Mais c'est exactement là qu'est l'opposition syrienne aujourd'hui. S'il n'y a pas de crise de production agricole en Syrie, selon la perspective géopolitique qui est la mienne, il n'y a pas de conflit en Syrie. Ça s'ajoute à la question du pétrole. Ça veut dire que les gens ont eu des mauvaises récoltes, ils ont
ils ont été dans une situation très précaire, et c'est ces gens-là aujourd'hui qui se révoltent. C'est pas des sunnites contre des chiites, hein. Les sunnites à Damas, là, OK, ils appuient pas les forces d'opposition. Les forces d'opposition, c'est des gens qui vivent dans les milieux ruraux, qui ont été appauvris par une crise, par une sécheresse agricole, puis qui ont plus rien à manger. Puis quand t'as pas rien à manger, là, OK, t'appuies n'importe quel camp. C'est ça la donnée de base. C'est lié à des problèmes d'agriculture. Les attentats terroristes qui ont été commis par l'Arabie Saoudite. Dernière mesure de Donald Trump. Ça, c'est les pays, OK? Tous les pays que vous avez ici en haut, là, yes, c'est les pays qui viennent, OK, de faire l'objet, OK, d'une mesure visant à interdire aux musulmans d'entrer aux États-Unis. Il n'y a pas un sacré pays là-dedans qui a commis des actes terroristes. Puis regardez ceux qu'on n'a pas interdits, puis regardez ceux qu'on interdit, puis ceux qu'on n'interdit pas, non, ça c'est ceux qui ont le droit d'aller aux États-Unis, mais c'est eux autres qui ont commis des actes terroristes. Fait que vous voyez que ça n'a rien à voir avec la sécurité. L'Arabie Saoudite sont responsables de 2369 morts aux États-Unis, les Émirats arabes, 314 morts, l'Égypte, 162, le Liban, 159, il n'y en a pas un qui est interdit d'aller aux États-Unis là-dedans. Puis ceux qui sont interdits d'aller aux États-Unis, c'est tous des pays qui sont responsables de la mort d'aucun Américain. Vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec une affaire de sécurité, hein? C'est clair, ça n'a rien à voir. Alors, dernière question, j'ai fini. Oui, s'il vous plaît. Alors, face à tout ça, là, vous voyez, on revient sur Terre, hein, c'est pas très, très rigolo. Le monde, c'est un monde froid, un monde calculateur, un monde de rapport de pouvoir. Alors la question, je vous la pose, quel avenir alors pour la démocratie, la liberté, pour les principes? Parce que là, il n'y a pas de principe là-dedans. On est, OK, que dans des relations de cold hard cash. On n'est que dans des relations de pouvoir, d'argent, OK? Mais alors, où sont les principes? Eh bien, voilà, je vous pose la question, c'est quoi l'avenir de la démocratie et de la liberté dans un tel cadre? Merci. Merci Fernand Michel de ce tour de force, de nous poser les bonnes questions par rapport à cette région du monde. Certainement qu'il vous reste des points d'interrogation. Moi, il m'en reste. La période de questions va nous permettre d'aller un peu plus loin sur les intérêts et les enjeux, comme aussi vont permettre sûrement de compléter les interventions de Michael et de Mouloud. Alors, nous passons tout de suite à mon extrême gauche, Michael Picard, qui est doctorant et chargé de cours au département de sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Il fait actuellement une thèse de doctorat. J'en dis juste une partie du titre que j'ai trouvé, sur l'internationalisation du régime des investissements pétroliers en Irak. Il s'intéresse notamment à toutes les questions de réglementation autour du pétrole, de sécurité juridique des contrats d'investissement, particulièrement dans les contextes après-guerre. C'est le cas, évidemment, de plusieurs réalités de cette région. Il est rattaché au CEDIM, le Centre d'études sur le droit international et la mondialisation, qui aborde les aspects juridiques, évidemment, de la mondialisation et qui est rattaché à l'UQAM. Nous avons demandé à Michael d'aborder davantage le cadre économique de la mondialisation, même si on sentait les enjeux économiques très présents dans la présentation géopolitique avec notre intervention précédente, et de montrer aussi comment le système économique néolibéral et la réalité de l'intervention dans la zone des pétromonarchies sont imbriqués et apportent un éclairage sur le contrôle énergétique, sur le recyclage des pétrodollars et le financement de l'industrie d'armement. 20 minutes pour toutes ces questions. Et vous êtes plus loin, mais je vais être aussi sévère. Je prends note. Donc, merci. Justice et foi de m'accueillir. C'est un véritable plaisir que d'être ici. Ce n'est pas la première fois que je présente devant vous.
Alors, je me sens un peu dans la position d'un usurpateur parce que je n'ai jamais été en Arabie Saoudite, je ne suis pas arabophone, mais je m'intéresse à ces questions-là parce que je suis le fruit un petit peu de deux impérialismes, l'impérialisme français et l'impérialisme américain, vu ma double nationalité, donc je ne pouvais pas m'empêcher de m'intéresser à ces questions-là, d'autant plus qu'en 2003, j'étais à Londres durant les grandes manifestations contre la guerre en Irak et je me posais la question, mais en fait, pourquoi les sociétés occidentales supposément démocratiques s'investissent dans des conflits armés dans la région du Moyen-Orient? Et je me suis petit à petit intéressé aux questions économiques sous-jacentes à tous ces conflits qui traversent la région du Moyen-Orient. Alors, dans le cadre de ma présentation, je vais essayer de vous expliquer, d'après moi, quel est le rôle de ces pétromonarchies dans le cadre économique de la globalisation et bien évidemment, comme vous l'avez entendu, aux origines de la richesse moyen-orientale, il y a le pétrole qui est à la fois le mal et le remède de ces sociétés moyen-orientales. La politique pétrolière occidentale est à la fois un facteur d'immobilisme politique des pétromonarchies, puisque ces pétromonarchies sont maintenues par un régime militaire qui favorise l'extractivisme au profit de dynasties minoritaires à l'intérieur de frontières complètement artificielles créées par l'Occident. Et à la fois, le pétrole est un facteur de boom économique pour ces sociétés, avec l'émergence de la création de l'OPEP en 1960 qui solidarise les États producteurs de pétrole autour de politiques de développement économique favorables au développement de ces sociétés dans les années 60 et 70. Donc il y a une certaine ambivalence entre cet immobilisme politique et ce boom économique qui est constaté d'une manière fulgurante au cours des 40 dernières années. Alors, je fais une petite précision historique pour essayer d'expliquer que, en fait, à l'origine de ces pétromonarchies, il y a ce fameux accord de la ligne rouge de 1928 qui établit un monopole privé de 3 sociétés, de 3 compagnies qui sont British Petroleum, Standard Oil et Royal Dutch Shell. Et donc, en 1928, se crée ce monopole d'un cartel de sociétés pétrolières occidentales, et ce cartel va avoir le monopole sur l'extractivisme pétrolier dans ces pétromonarchies jusqu'à à peu près 1960. Et en fait, avec la création de l'OPEP, on voit le transfert d'un monopole public vers un monopole privé vers un monopole public, avec le passage d'un régime de posted price, c'est-à-dire le prix affiché sur les marchés pétroliers par les sociétés occidentales, à un government selling price, c'est-à-dire que le prix sur le marché devient régulé par les gouvernements, les États membres de l'OPEP. Donc on passe d'un monopole privé en 1928 à un monopole public des membres de l'OPEP à partir de 1960. Et à partir de 1960, et avec les accords de Caracas en 1970, les accords de Téhéran en 1971, il y a véritablement le développement d'une politique commune de modernisation économique qui va profiter à la population. Mais le problème, c'est que, comme on l'a mentionné brièvement tout à l'heure, en 1973, pour se désolidariser des Américains qui soutiennent militairement le régime d'Israël, les Saoudiens coupent les vivres à la production manufacturière aux États-Unis, ce qui a comme conséquence de politiser le cartel de l'OPEP. L'OPEP devient le symbole de la résistance aux Occidentaux. Et à partir de ce moment-là, à partir de 1973, que font les firmes transnationales qui avaient préalablement été expropriées par les pétromonarchies? Elles vont se tourner vers
d'autres secteurs d'extraction pétrolière. On pense au golfe du Mexique, on pense à l'Alaska, on pense à la mer du Nord, on pense au golfe du Guinée en Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer entre 73 et 82, 45% de la production, en fait, la production hors de l'OPEP va augmenter de 45%. Donc, les pétromonarchies qui avaient utilisé le pétrole comme arme politique d'opposition à la politique américano-israélienne finissent par voir leurs propres revenus pétroliers décroître en raison de l'accroissement de la production pétrolière à l'extérieur de l'OPEP. Et je pense que c'est ce changement-là de donne économique qui nous permet de comprendre ce qui va se passer par la suite. Et je constate en fait 3 tendances lourdes qui sont nées à la fois des nationalisations pétrolières et de l'augmentation de la production hors OPEP. La première conséquence de l'échec de l'utilisation de l'arme pétrolière par les membres de l'OPEP et principalement par l'Arabie Saoudite, c'est ce phénomène, comme je l'ai expliqué, de diversification énergétique mondiale pour lutter contre l'utilisation de l'arme pétrolière par les pétromonarchies du Golfe. Donc ces pétromonarchies vont être fragilisées. Deuxièmement, je constate qu'il y a une financiarisation du secteur pétrolier qui va découpler les politiques publiques des pétromonarchies grâce à la financiarisation du marché pétrolier à travers des phénomènes de titrisation boursière qui permettent aux grandes banques internationales de contrôler les flux pétroliers sur le marché international. Troisième conséquence des nationalisations et de l'échec politique de l'OPEP, c'est la dépendance des pétromonarchies envers l'extérieur pour maintenir leur influence et leur régime en place. À travers, premièrement, un système bancaire le système bancaire des pétromonarchies qui va également être financiarisé à l'international. Deuxièmement, une politique publique des pétromonarchies qui vont essayer d'accaparer des terres arables en Afrique pour diversifier leur économie. Et troisièmement, l'acquisition d'armes de pointe auprès des membres de l'OCDE, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, pour essayer dans un contexte de crispation politique, de renforcer leur sécurité dans leur région. Alors, premièrement, cette diversification énergétique mondiale s'explique par le fait qu'en 1973, le baril du pétrole passe de 3,65 $, à 11,65 $ par baril en 73. Entre 78 et 80, il y a aussi une augmentation de 14 $ le baril à 40 $ le baril. Et donc, pour lutter contre ces chocs pétroliers à répétition, les firmes transnationales participent à un forage très très important à l'extérieur des frontières de l'OPEP, et ce qui occasionne ce qu'on appelle le contre-choc pétrolier. Et en 86, après ce contre-choc pétrolier, le baril de pétrole chute à 10 $. Donc les pétromonarchies se sentent vulnérables face à cette globalisation de l'exploitation pétrolière qui ne repose plus seulement sur la région du Moyen-Orient, mais qui est diversifiée à travers le monde. Donc les pétromonarchies demeurent des acteurs économiques dominants, mais deviennent des acteurs politiques secondaires. La politique de l'utilisation de l'arme pétrolière est un échec, et la tendance encore aujourd'hui se maintient, c'est-à-dire que la globalisation des sources d'approvisionnement est encore davantage exacerbée par le gaz de schiste américain. Donc, qu'est-ce qui va se passer vu que le pétrole n'est plus le monopole
de ces entreprises nationalisées par les pétromonarchies, eh bien, il y a en 1986 ce qu'on appelle le Big Bang financier et la financiarisation des produits pétroliers. On voit véritablement, durant les années 80, les années Thatcher, les années Reagan, un phénomène de financiarisation où là, le régime du marché pétrolier est complètement explosé. Il y a le produit pétrolier du West Texas Intermediate qui contrôle la région nord-américaine. Il y a le Brent en mer du Nord qui contrôle le marché européen. Et ensuite, il y a le troisième produit financier qui est le pétrole Oman-Dubaï qui s'adresse au marché oriental et asiatique. Et donc les produits de base comme le pétrole sont financiarisés de cette manière, ce qui a comme conséquence de produire une volatilité des prix, une spéculation sur les marchés financiers. Là, j'ai consulté aujourd'hui un rapport de la CNUSED, de la Commission des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et que dit ce rapport de septembre 2016 ? C'est que les produits dérivés des produits de base tels que le pétrole constituent 20 à 30 fois la production réelle des produits primaires. Donc il y a une vaste spéculation sur le commerce international du pétrole, ce qui expose les pétromonarchies à des risques de fluctuation de leurs recettes. Si le marché d'anticipation ne produit pas des résultats escomptés, les pétromonarchies sont exposées à des graves crises économiques. Je vous donne un exemple récent. Durant la crise financière de 2008, le prix du baril passe de $147 le baril à $35 le baril. Entre juin 2014 et décembre 2015, le prix du baril chute de 65%. Donc les pétromonarchies sont véritablement vulnérables à ces variations très très importantes du prix du baril sur les marchés internationaux. Donc, les États rentiers sont soumis à ces aléas et réagissent à cette financiarisation. De quelle manière elles articulent en fait intégralement leur économie à cette globalisation financière. Elles sont finalement dos au mur et elles réagissent en globalisant leur propre marché économique. Et ce, de trois manières différentes. Premièrement, elles financiarisent leur propre compagnie pétrolière nationale. Deuxièmement, elles utilisent leurs fonds souverains pour acquérir des terres comme en Afrique et pour diversifier leur économie. Et troisièmement, elles utilisent leurs pétrodollars pour consolider leur régime minoritaire en période de crispation économique avec des contrats d'armement en rafale avec le Canada par exemple, la France, les États-Unis. Alors je vais revenir très très brièvement sur ces trois phénomènes de globalisation financière des pétromonarchies. Premièrement, la titrisation des compagnies nationales. Par exemple, Aramco a déclaré qu'en 2018, elle allait valoriser ses actifs sur les bourses internationales pour anticiper ce que le vice-prince héritier Ben Salman appelle l'après-pétrole. Il faut diversifier l'économie des pétromonarchies en plaçant l'épargne générée par la rente sur les marchés financiers et placer finalement l'argent saoudien et l'argent des pétromonarchies sur les grandes places boursières internationales. Ça, c'est le premier phénomène, c'est cette financiarisation des grandes compagnies nationales telles que Aramco. Deuxième phénomène de globalisation financière des pétromonarchies, c'est l'accaparement des terres rares, principalement en Afrique, par des fonds souverains. On pense aux Émirats arabes unis, on pense à l'Arabie saoudite, au Koweït, au Qatar. Que font ces fonds souverains ? Ils inscrivent davantage encore les pétromonarchies dans la globalisation financière en spéculant à leur tour sur la raréfaction des terres rares, des terres agricoles.
en fait, le souci de ces dynasties pétrolières, c'est de combattre la sécheresse, de combattre l'épuisement de leur nappe phréatique, c'est de combattre la sahélisation des terres. Donc elles vont aller chercher des ressources fantômes à l'extérieur de leurs frontières nationales pour assurer leur souveraineté alimentaire d'une certaine manière. Donc l'objectif des fonds souverains, c'est véritablement d'investir leur rente de situation pétrolière dans un capital reproductible. Troisième et dernier phénomène que j'observe de financiarisation des pétromonarchies, c'est l'utilisation des pétrodollars, des pétromonarchies pour acquérir des armes de combat et des armes technologiques de pointe. L'Arabie Saoudite n'a pas de secteur manufacturier très important. Donc l'idée, c'est de se prémunir contre toute violation de sa souveraineté territoriale en faisant l'acquisition d'armes de pointe et de consolider son armée nationale. Et comment elle le fait? L'Arabie Saoudite, par exemple, a conclu un accord d'armement avec le Canada en 2015, qui a été signé par Stéphane Dion en 2016. Un contrat d'armement qui s'élève à 15 milliards de dollars pour les 14 prochaines années. Et là, il y a un phénomène très intéressant où les pétrodollars sont utilisés par l'Arabie Saoudite pour consolider ses réserves d'armement. Mais il y a un effet secondaire aussi de ces contrats d'armement. C'est tout le système de rétrocommission et de TVA parallèle qui existe entre les États européens, américains et canadiens et les pétromonarchies. L'idée, c'est de verser de l'argent à des intermédiaires, comme M. Takedine en France, pour ensuite obtenir des rétrocommissions et pour, financer à la fois les grandes dynasties pétrolières et financer les campagnes électorales des sociétés soi-disant démocratiques en Occident. Et je vous recommande la lecture d'un livre écrit par un journaliste d'investigation au Point qui s'appelle Jean Guinel, qui a écrit Armes de corruption massive, qui explique, source à l'appui, que 80% des campagnes électorales dans les sociétés démocratiques sont financées par des rétrocommissions sur vente d'armes à destination des pétromonarchies. Donc là, on a tout un système occulte où l'argent du pétrole sert au financement de l'armement qui lui-même finance les partis politiques occidentaux. Donc il y a un régime de connivence qui est promu et qui est encouragé par la financiarisation des activités économiques qui profitent à la fois à des sociétés comme le Canada ou la France et à la fois à des régimes minoritaires extrêmement militarisés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que jusqu'à une période très récente, les Saoudiens n'utilisaient pas les armes qu'ils achetaient. Les hélicoptères et les avions de chasse restaient sur des bases militaires et les armes servaient tout simplement à reverser des rétrocommissions à la fois aux princes saoudiens et à des caisses de compensation au Luxembourg. Ce qui change aujourd'hui avec l'intervention accrue de l'Arabie Saoudite au Yémen, c'est que l'Arabie Saoudite commence à utiliser ces armes qui ont été accumulées avec les décennies. Donc la financiarisation du pétrole révèle un phénomène qui, d'après moi, est beaucoup plus général que simplement la question du pétrole ou la question des pétromonarchies. C'est cette financiarisation des activités économiques des États souverains. Et donc il y a une domination financière à la fois sur les ressources primaires telles que le pétrole, mais on peut aussi penser à une domination financière sur tous les autres secteurs agricoles, les céréales, le soja, etc. Donc quel avenir pour la situation géopolitique des pétromonarchies du Golfe? Je laisse peut-être la place à Mouloud pour en parler. Je suis pas divin, moi.
Merci infiniment, Michael, de nous avoir apporté des éléments de complexité économique dans ce qui se passe autour, nous l'avions pensé que du pétrole, mais qui s'élargit à d'autres questions, et c'est en effet très questionnant et inquiétant de voir que beaucoup d'éléments de notre vie collective dépendent de l'argent de régime que nous ne voudrions pas sanctionner par ailleurs. Merci infiniment. Et comme vous avez passé le relais à Mouloud, c'est à lui de prendre la balle au bond. Et Mouloud est connu de certains d'entre vous parce qu'il est responsable du secteur Vivre Ensemble ici au Centre Justice et Foi. Il est dans l'équipe du Centre Justice et Foi depuis une dizaine d'années. Il a une formation de politologue, donc même s'il s'intéresse aux questions multiples que traite le Centre Justice et Foi, il a un faible pour les enjeux de géopolitique, d'où sa présence sur ce panel aujourd'hui. Il milite par ailleurs, en dehors même de son engagement professionnel, à différentes actions et à différents moyens de communication, dont la radio, pour essayer de faire connaître plus particulièrement la situation politique de différents pays, notamment du Moyen-Orient, mais de l'Afrique, par une émission de radio qu'il tient régulièrement. Alors, Mouloud va nous apporter un complément aux deux autres présentations en nous apportant davantage le rôle que les pétromonarchies peuvent jouer à l'intérieur des mouvements sociaux des pays environnants, quels sont par leur action le contrôle qu'ils exercent sur un certain type de mouvements sociaux. Il va aussi nous montrer comment la question religieuse joue d'une façon peut-être étonnante dans la façon dont les pétromonarchies utilisent la perspective religieuse et certainement bien d'autres choses qu'il désire apporter à ce débat. Donc, merci Elisabeth. Toujours 20 minutes. Merci infiniment. Alors, le rôle qui m'a été donné initialement par la personne chargée d'animer initialement cette table ronde, qui était Agustin Nicolaou, il m'a dit d'essayer finalement de montrer comment les pétromonarchies du Golfe et le type de capitalisme qu'elles mettent de l'avant contribue finalement à contenir la radicalité sociale latente qui existe dans les sociétés arabo-musulmanes, qui a émergé à la faveur du printemps arabe que vous avez connu. Mais quel est le rôle des pétromonarchies? Pas nécessairement que des forces religieuses, mais comment les pétromonarchies, le type de politique étrangère qu'elles induisent, le patronage politique qu'elles induisent dans ces sociétés arrivent finalement à jouer un rôle que je ne qualifierais pas de contre-révolutionnaire parce que ça implique beaucoup de choses sur le plan théorique, mais en tout cas, elles arrivent à maintenir une forme de statu quo, en tout cas, à ne pas faire valoir des options politiques qui seraient plus en phase avec les demandes démocratiques et le désir de justice des sociétés. Alors, pour ce faire, le premier élément peut-être à essayer de comprendre, c'est aussi d'essayer de relativiser l'élément religieux, de montrer finalement que la politique étrangère des pétromonarchies obéit beaucoup plus, comme ça a été dit par mes collègues prédécesseurs, à des intérêts, à des considérations d'économie politique, beaucoup plus qu'un alignement géopolitique en fonction d'un référent religieux. Et les pétromonarchies ne soutiennent pas nécessairement dans le monde arabe les forces ou les tendances politiques associées à l'islam politique. Voilà, alors, et là, pour pouvoir expliquer ça, il faut montrer comment est-ce que même des tendances politiques associées à l'islam politique sont une menace pour les pétromonarchies et comment est-ce que ces pétromonarchies arrivent à domestiquer certaines forces d'entre elles, comment elles font valoir d'autres formes de partis politiques à référents religieux. C'est des éléments de cet ordre que je vais essayer de vous donner pour que vous ne soyez pas captifs de tous les regards schématiques qui, de façon tout à fait indistincte, vous lancent un peu des théories très simplistes, djihadisme, fondamentalisme, wahhabisme, salafisme, comme si tout ça c'était la même chose, alors que c'est une constellation, ces gens-là se combattent et ont des visions très différentes, et en tout cas ils opèrent dans les sociétés arabes sous des modalités très différentes, ils ne sont pas tous soutenus par les pétromonarchies. Mais peut-être le premier élément à ne pas perdre de vue de ce qui est communément décrit pour comprendre ce que j'essaie d'amener, c'est de ne pas
perdre de vue quand même que les mouvements qu'on a vus en 2010-2011, qu'on appelle les printemps arabe, ça a beaucoup fait peur à ces régimes, à ces monarchies, qui étaient quasiment jusque-là intouchables. Alors, vous le savez tous, on l'a souvent répété, vous avez une littérature abondante depuis, les soulèvements populaires d'abord plus citoyens dans un second temps au Maghreb et en Tunisie, c'est quelque chose qui a beaucoup mis à mal les régimes autocratiques en place, mais c'est quelque chose aussi, et c'est ça le grand avantage, c'est que ça a permis quand même de dévoiler le patronage politique qui permettait à ces régimes de se maintenir. Ce patronage politique montrait finalement comment ce sont des régimes qui sont beaucoup inféodés aux puissances occidentale, mais pas seulement occidentale, donc le régime de Moubarak en Égypte, le régime de Ben Ali en Tunisie, et un des paradoxes justement de cette politique étrangère saoudienne, comment il faut la comprendre finement et ne pas donner une place prépondérante à l'élément religieux, c'est regarder par exemple comment est-ce qu'un type de président, qui est le président tunisien, le président Ben Ali, qui est un président au Québec, vous êtes habitué dans les médias, il a toujours été présenté comme un rempart à l'islamisme politique. Le modèle tunisien a toujours été présenté comme un modèle de croissance, un modèle où il faisait bon aller passer des vacances. Donc la Tunisie est un pays de stabilité. Ben Ali était un allié, un gendarme pour les intérêts occidentaux, un rempart face au péril islamiste. Et paradoxalement, quand il est évincé du pouvoir, où est-ce qu'il a son asile politique ? C'est en Arabie Saoudite, justement. C'est des paradoxes comme ça qu'il faut essayer de faire comprendre. Alors, la dimension de l'économie politique, si vous me permettez, c'est qu'il faut comprendre donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans beaucoup de cas dans les régimes au Maghreb du Proche-Orient, ce à quoi nous avons affaire, c'est à des régimes qui sont très inféodés, mais aussi des régimes qui sont conditionnés par ce que j'appelle les mesures de rétorsion et d'austérité que leur imposent leurs bailleurs de fonds occidentaux, mais aussi des pétromonarchies. Pas seulement les occidentaux, mais aussi des capitaux du Golfe sont très importants. Et paradoxalement, si l'Arabie Saoudite avait une politique de solidarité avec les peuples musulmans, on le voit très bien, ils viendraient en aide à la Palestine, ils allégeraient le poids des conditionnalités sur la dette qui pèserait sur le régime tunisien par exemple, et c'est pas du tout ce qu'ils font. Voilà. Alors, il faut, dans un premier temps, ne pas perdre de vue, pour pouvoir comprendre ça dans toute sa complexité, comprendre le poids croissant des capitaux du Golfe, au Maghreb et au Moyen-Orient, mais aussi bien à l'échelle mondiale. Une des personnes qui explique très bien ça et qui est accessible, d'ailleurs je remercie Richard Poulin des éditions Un Éditeur de faire connaître un texte comme celui-là, un texte de Adam Hamier, Finance, pétrole et soulèvement populaire, dans un ouvrage qui s'appelle La crise de la gauche. Il signe un très bon texte d'une 20aine de pages qui montre un peu l'économie politique des investissements du Golfe. Ce qu'on finalement on arrive à comprendre, c'est que ce texte, par exemple, et beaucoup d'autres, permettent de comprendre le poids des conglomérats financiers associés aux pétromonarchies et comment est-ce qu'ils embrassent des circuits d'accumulation du capital sur le plan productif, sur le plan commercial, sur le plan financier. Ce genre d'élément permet de comprendre le rôle crucial que jouent finalement ces pétromonarchies dans la production des services, dans les investissements, dans les prêts, dans la diplomatie, pour imposer donc ce que j'appelle une politique néolibérale, mais aussi pour ouvrir des nouveaux débouchés aux capitaux du Golfe. Ça a été très bien expliqué par Michael. Tout cela donc, ça a fait des Émirats du Golfe et des acteurs régionaux beaucoup plus puissants, capables de peser sur le destin des processus révolutionnaires dans la sous-région. On l'a vu en Égypte et ça a été évoqué par Fernand Michel Cloutier tout à l'heure, en soutenant par exemple le coup d'État qui a été dirigé en juillet 2013. Moi je dis coup d'État, c'est une prise de position, ici beaucoup d'autres vous diront pas ça. En tout cas, le coup d'État qui a été celui des militaires du général Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013, ce qu'on appelle en Égypte le Conseil suprême des forces armées. Contre qui ce coup d'État a été fait? C'était contre le président élu Mohamed Morsi des Frères musulmans. Et l'Égypte est venue au secours du régime d'El-Sisi, pas l'Égypte, l'Arabie Saoudite et les pétromonarchies. Ils ont fait aller la planche à billets. C'est 13 milliards de dollars qu'ils ont débouché au profit du régime égyptien. Il y aura beaucoup d'éléments à donner pour expliquer pourquoi l'Arabie Saoudite est venue au secours du régime égyptien. Le régime égyptien qui est un axe important sur le plan géostratégique pour les pays occidentaux, un pays qui a initié une politique de normalisation avec l'entité sioniste. Donc c'est pas un pays que les États-Unis peuvent se permettre de perdre, et c'est pas un pays qu'ils peuvent laisser aller, parce que la contestation qui va émerger de la société égyptienne va remettre en cause les équilibres de pouvoir qui permettent précisément au pacte géopolitique pro-atlantiste de se maintenir. Voilà donc comment est-ce qu'à mon avis, l'Arabie Saoudite a joué un rôle qui n'est pas en phase avec les aspirations démocratiques des populations. Et ça, me semble-t-il, le wahhabisme, l'alignement idéologique, la grille qui surdétermine la politique étrangère par l'élément religieux, permet pas de comprendre ce genre de choses.
Je vais aller très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais l'Arabie Saoudite et le Qatar ont joué le même rôle dans les processus les soulèvements qui ont lieu en Libye, en finançant certaines franges de ce qu'on appelait en Libye le Conseil national de transition, le CNT. Je ne veux pas dire que toute l'opposition libyenne est une opposition inféodée à des intérêts des pétromonarchies. Il y a des éléments légitimes, démocratiques de la société libyenne. Mais comment est-ce que les fonds venus par l'Arabie Saoudite dans une optique de changement de régime en Libye, parce que le régime libyen n'était pas un régime qui était dans l'axe géostratégique précisément des intérêts saoudiens, comment est-ce que ça a conditionné l'agenda politique libyen? La même chose a eu lieu en Syrie, en soutenant certaines branches qui ont en tout cas fait en sorte que la révolution syrienne, qui était une révolution démocratique et populaire, en tout cas elle a pris une inflexion particulière du fait des tendances associées à l'islam politique qui ont été soutenues par l'Arabie Saoudite et d'autres, pas nécessairement l'Arabie Saoudite comme pays, mais en tout cas, toutes sortes d'organisations caritatives, et j'amènerai une hypothèse ici que je soutiens, c'est par des formes de diplomatie parallèle. C'est à travers toutes sortes de fondations privées, c'est à travers de familles très riches. L'Arabie Saoudite a toutes sortes, comme ils disent en anglais, there is too many ways to skin a cat. Il y a plusieurs façons de peler un chat. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, dans sa politique étrangère, joue plusieurs atouts. C'est pas toujours au nom de l'État que les investissements se font. Donc il y a des firmes, vous avez des organisations caritatives de toutes sortes. Je ne sais pas si on pourra y revenir. En tout cas, il faudrait y revenir dans la période d'échange. Alors, comme pour beaucoup d'autres sujets en lien avec le Moyen-Orient aujourd'hui, l'axe clé, me semble-t-il, à partir duquel on peut appréhender cette question régionale, c'est donc le point important qu'ont joué les tendances politiques qui ont favorisé le néolibéralisme. Les investisseurs de la région du Golfe, consécutivement à la surproduction pétrolière des années 2000, ils ont cherché, comme l'a expliqué Michael, à s'étendre vers les marchés voisins. Alors que les États arabes s'ouvraient aux investissements privés, parce que la période des années 80 dans le monde arabe va donner lieu à ce qu'on appelle la politique de l'infitah, la politique d'ouverture, parce que beaucoup de pays arabes étaient des systèmes de parti unique. Globalement, le système économique s'ouvrait. C'est le cas de l'Algérie, c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Et donc, les capitaux originaires du Golfe arabe vont arriver de façon très importante. Territoires urbains, agricoles, les ports, les télécommunications, les institutions financières. Tout ce capital, donc, va peser de tout son poids. Et c'est très important à comprendre, c'est pas seulement dans les pays du Maghreb, le même phénomène a lieu en Afrique subsaharienne. Vous allez trouver des ports importants qui sont contrôlés par des conglomérats associés aux intérêts du Golfe en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc, pour la période, par exemple, 2003-2009, la valeur des investissements directs venant du Golfe arabique dans la zone méditerranéenne, par exemple, il a dépassé celles qui viennent de toutes les autres régions du monde. C'est plus de 60% de tous les investissements en provenance du Golfe qui ont été placés en Jordanie, au Liban, en Égypte, en Palestine et en Syrie. On reviendra plus tard sur la question palestinienne, par exemple. Alors que la crise économique mondiale va marquer un ralentissement global de l'activité, le Golfe est resté porteur de la plus haute valeur des projets d'investissement en Égypte, au Liban et en Jordanie, par exemple, pour la période de 2003-2010. C'est très important à comprendre tout ça. Tout simplement pour dire que les effets de ces flux de capitaux doivent être pris en compte par toute étude sur l'impact des politiques néolibérales dans le monde arabe. Il faut aussi comprendre que la restructuration dramatique du rapport de classe qui s'est produite en parallèle de ces réformes néolibérales a renforcé les intérêts capitalistes liés aux différents régimes autoritaires, mais ça a aussi provoqué un renforcement de la position des États du Golfe dans un cadre régional beaucoup plus large. Voilà, de façon très rapide, très schématique, pour essayer de vous expliquer comment est-ce que le poids des intérêts du Golfe pèse de tout son poids, et comment est-ce que dans les différents pays, les États du Golfe vont arriver à peser de tout leur poids sur toutes sortes de modalités. En Tunisie, par exemple, en opérant un patronage politique, en obligeant le parti islamiste appelé Ennahda à un compromis avec d'autres tendances politiques. Donc, ils arrivent à redéployer la carte politique en fonction de rapports de force, en fonction d'équilibre, qui profite davantage au cadre de l'ancien régime, qui profite davantage au maintien d'un cadre qui s'accommode du néolibéralisme, et en tout cas c'est très en déphasage par rapport aux demandes démocratiques qui existent dans la société. Le deuxième élément sur lequel je vais essayer de me pencher, ça va pas être très facile parce que moi-même je cherche mes réponses sur ces questions-là, c'est la relation des régimes royaux saoudiens avec l'élément wahhabite. Alors, pour comprendre ça, il faut expliquer quelque chose. Il ne faut pas perdre de vue, quand on tente de comprendre le rôle des pétromonarchies et leur capacité de nuisance donc face aux volontés sociales de transformation, un deuxième point.
le rapport d'un pays comme l'Arabie Saoudite avec les tendances qu'on appelle de l'islam islamiste, pour moi, ce rapport est beaucoup plus ambivalent et il nécessite un deuxième niveau d'analyse. Et je vais essayer de le faire. Je ne sais pas si je vais y parvenir. La volonté d'expliquer le rapport du régime saoudien avec ce que l'on appelle de façon très schématique l'islam politique exige qu'on s'arrête sur un autre élément. Et je vais essayer de montrer que la politique étrangère des princes entretient un rapport très ambivalent avec les wahhabites, ce qu'on appelle les clercs religieux, les oulémas religieux. Alors, pour pouvoir l'expliquer, je suis ici les observations très fines d'un des meilleurs observateurs de la scène saoudienne qui a fait du terrain sur le plan local. Il s'appelle Stéphane Lacroix, qui a rédigé un excellent livre qui s'appelle L'insurrection islamiste en Arabie Saoudite, une insurrection manquée. Ce qu'il m'invite à considérer, c'est que la première chose à expliquer, c'est la nature de l'État saoudien qui est fondé sur un partenariat entre le politique et le religieux. Ça a été expliqué très rapidement tout à l'heure par Fernand Michel. Ce partenariat coexiste selon les termes qu'on appelle d'un pacte qui a eu lieu en 1744, ce qu'on appelle le pacte de Najd, N-A-J-D, si vous voulez googler pour en savoir plus, c'est-à-dire un pacte dans lequel le politique, c'est-à-dire le prince Mohammed Ben Saoud, plus tard la dynastie Saoud, va s'engager à faire appliquer dans la société le message religieux du leader du wahhabisme de l'époque qui s'appelle Mohammed Abdel Wahhab, qui prône une purification de l'islam par le retour aux sources. En retour, le religieux va reconnaître une forme d'autonomie du politique en acceptant de légitimer, de valider et d'adouber les décisions du pouvoir royal, mais à condition qu'il y ait une forme de relative séparation des pouvoirs. Donc, les oulémas vont s'occuper du rôle religieux et le pouvoir royal va s'occuper du domaine du politique. Et tous les domaines sur lesquels la charia ne statue pas, il est justifié théologiquement par le concept de maslaha, c'est-à-dire d'intérêt commun. C'est-à-dire toutes les considérations d'ordre de politique étrangère, puisque la charia ne statue pas là-dessus, c'est du domaine réservé du politique. Et là-dessus, il va y avoir quand même quelque chose comme un pacte bicéphale. Ça va donner lieu à une... Dans le milieu de la recherche en sciences politiques qui s'intéresse à ces questions-là, on avance toutes sortes de thèses. On parle de laïcité paradoxale, de formes de sécularisation. Il y a toutes sortes de concepts qui circulent, mais sachez que cette séparation des pouvoirs est importante à comprendre. Ce pacte originel, donc, c'est un État que j'appelle bicéphale. Il y a une élite religieuse, c'est-à-dire l'ulama, qui est formée dans les universités, qui exerce un très gros rôle. De l'autre, l'autorité politique organisée depuis toujours autour de la famille Saoud. Ce qui va peut-être un peu changer les choses, c'est que petit à petit au XXe siècle, grâce à la manne pétrolière, le champ politique va accentuer sa tutelle sur le religieux, mais sans jamais rompre l'alliance de départ vis-à-vis des oulémas. Et aucune des deux têtes n'est complètement monolithique en Arabie Saoudite. Et dans cette espèce de forme de sécularisation paradoxale, chacun fonctionne sa logique, chacun fonctionne selon des logiques d'intérêt. Et ceci va donc expliquer plusieurs paradoxes. Par exemple, la politique étrangère en Arabie Saoudite fait partie du domaine autonome des princes. Les oulémas, les clercs religieux, n'ont pas de droit de regard sur elle. Donc, quand la famille royale saoudienne va décider de faire alliance avec les États-Unis, aux yeux de la tendance wahhabite de l'époque, ça ne pose pas problème. En tout cas, ils ne sont pas amenés à se prononcer là-dessus. Donc la politique saoudienne est essentiellement guidée par ce que j'appelais les intérêts du roi profane, justifié théologiquement autour de toutes sortes de considérations, c'est très compliqué à expliquer. Mais d'autres tendances politiques, globalement en Arabie Saoudite, vont émerger. Elles trouveront justement que cette séparation des pouvoirs va laisser trop de marge de manœuvre aux princes qui n'en font pas suffisamment. Ils ne sont pas de bons gardiens des normes religieuses, voire même qu'ils livrent le pays à des forces occidentales impies. Pourquoi? Parce qu'au moment où ce pacte de Najd va être scellé en 1744 entre les princes et le pouvoir royal, à l'époque, il n'y avait pas par exemple de débat sur la charia, parce que tout simplement nous étions dans une société tribale, la charia était la norme. Il n'y avait pas de contestation de la charia. Il n'y avait pas par exemple de remise en cause de l'Occident, parce qu'en 1744, quand ce pacte est conclu, il n'y avait pas d'Occident. L'ennemi extérieur, c'était l'Empire ottoman, parce que l'Arabie Saoudite était soumise à la tutelle turque. Là où, si vous voulez, la contestation de ce pacte va émerger, c'est à la faveur de l'émergence de d'autres tendances politiques associées à l'islam politique, et c'est l'arrivée sur la scène politique saoudienne des frères musulmans qui vont arriver en Arabie Saoudite. C'est surtout des tendances politiques de frères musulmans qui vont arriver en Arabie Saoudite du fait de l'alliance qui a été tissée par l'Arabie Saoudite avec toutes sortes de forces islamistes dans les années 70, surtout dans la logique de l'endiguement du communisme, en Afghanistan notamment. Et c'est là que beaucoup de
frères musulmans vont rentrer de Palestine, de Syrie, d'Égypte, et ces gens-là vont prendre un pouvoir considérable dans les institutions saoudiennes au niveau universitaire et tout. Donc vont émerger des tendances politiques de type islamiste associées aux frères musulmans qui vont trouver justement que l'Arabie saoudite n'en fait pas assez sur le plan de l'islam politique, et c'est de là que vont émerger certaines tendances associé aux frères musulmans en Arabie Saoudite, c'est par exemple le parti politique de la Ligue de la Sahwa qui va être réprimé très durement. Voilà, alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces considérations, mais ce qu'il faut considérer, c'est que les frères musulmans, c'est globalement une tendance politique qui ne cadre pas avec les intérêts de la politique étrangère saoudienne. Face à cela, le régime saoudien va essayer de domestiquer les tendances politiques religieuses qui ne cadrent pas avec ses intérêts. Bon, il va y avoir de la répression, il va y avoir des fonds qui vont être donnés à toutes sortes de leaders religieux qui vont émerger face à d'autres tendances, mais plus globalement, ce qui va émerger avec force, c'est ce mouvement dont vous entendez très souvent, qui est le mouvement salafiste. Le mouvement salafiste, paradoxalement, il va de plus en plus être posé et ça vaut à la fois pour les Saoudiens, comme ça vaut dans les think tanks occidentaux. Moi, je suis pas en train de vous dire que je suis d'accord avec ça. C'est pas du tout ma position. Moi, ce sont des tendances politiques dans lesquelles je me reconnais pas. Je suis une tendance beaucoup plus... j'adhère à des partis beaucoup plus sécularistes. J'adhère à des tendances politiques beaucoup plus critiques du type de régime. Moi, je peux pas, dans mes convictions politiques, défendre un régime monarchique de type féodal comme celui de l'Arabie Saoudite. Je trouve même que le régime saoudien, c'est un régime anti-islamique. On peut pas mener un type de politique qui est la sienne, les injustices qui prévalent dans ces pétromonarchies à l'égard de beaucoup de ressortissants musulmans qui viennent de pays musulmans, qui viennent de l'Inde, qui viennent du Bangladesh. Pour moi, l'Arabie Saoudite est un État anti-islamique en ce sens. La façon dont la question palestinienne est gérée, c'est une politique très ambivalente, c'est presque de collaboration avec toutes sortes de procédés avec l'entité sioniste, il y a des volontés de normalisation de ces pétromonarchies. Donc je suis très critique. Mais ce qui est important à considérer, c'est que l'élément salafiste, c'est l'élément qui est privilégié de plus en plus dans les think tanks occidentaux, parce que les salafistes acceptent un compromis politique quelque part, qui est celui de se tenir au travail de la prédication et du champ caritatif en se désengageant de toute volonté d'accaparer l'appareil d'État. C'est pas aussi simple, parce que vous avez aussi des partis salafistes qui vont naître, qui vont se prêter au jeu électoral, mais toujours est-il qu'en Égypte, par exemple, en 2013, vous allez voir le parti salafiste, comment il s'appelle déjà, Fernand, le parti Al-Nour? Le parti Al-Nour va adouber le coup d'État contre les frères musulmans. Vous allez avoir des tendances salafistes également en Arabie Saoudite qui vont marcher dans la cavale contre les tendances associées aux frères musulmans sur le plan local. Et de plus en plus, ce que beaucoup de think tanks font valoir, ce que beaucoup d'observateurs vont faire valoir, c'est que le salafisme, il est de plus en plus considéré dans les think tanks, à la fois en France, aux États-Unis, comme une sorte d'antidote au djihadisme. Pourquoi? Alors, c'est une thèse un peu farfelue à première vue, mais parce que, à leurs yeux, le salafisme, c'est un mouvement beaucoup plus quiétiste, comment j'ai dit ça? Piétiste et quiétiste, donc une fois beaucoup plus intérioriste, rigoriste, mais qui ne cherche pas nécessairement fondamentaliste, à la fois même, parce qu'il y a un véritable retour au fondement, il y a une volonté de coller à la vie du prophète, aux préceptes religieux, donc, mais en même temps, ce forme de conservatisme, quelque part, ce sont des gens qui vont essayer de vivre dans des formes reclues, retirées du monde, mais il n'y a pas de... Très rarement au sein de ces mouvements, il y a une volonté de politisation au sens explicite du terme. Très souvent, ce fondamentalisme, paradoxalement, il est vu comme un antidote aux tendances politiques djihadistes qui, elles, cherchent un projet politique bien déterminé. Alors, on pourrait y revenir de façon nuancée. Comment est-ce que le salafisme, le type de spiritualité qu'il mène d'avant est une spiritualité peut-être à la limite antipolitique par rapport au projet des frères musulmans. Mais sachez que dans les thèses que va faire avancer un type comme Olivier Roy, par exemple, qui est un observateur très fin des mouvements djihadistes, c'est ce genre de thèse qu'il fait valoir. Et vous allez avoir énormément de prédicateurs salafistes dans les banlieues françaises qui vont être formés dans les pays du Golfe et qui vont servir de partenaires dans les politiques de gestion des banlieues en France avec les pouvoirs publics français pour contenir précisément des mouvements djihadistes. Voilà, alors c'est ces éléments qui
en vue de vous donner des clés de compréhension, je vais le terme qu'il fallait qu'il arrive, pour essayer de voir un peu plus clair dans ce spectre, dans cette constellation djihadiste, fondamentaliste, bref. Alors moi, ce qui m'intéresse peut-être au-delà de ce débat, je fais juste les narrer pour vous, pour que vous en preniez un peu connaissance, et ce sont des éléments que je partage, sans les épouser moi-même, mais c'est dans ces modalités-là que se réfléchit le rapport avec ces pays, ce sont ces formations politiques qui sont de plus en plus encouragées. Et voilà, mais moi je trouve personnellement que les moyens dont disposent les pétromonarchies du Golfe, c'est des moyens qui pourraient permettre peut-être au monde musulman de sortir paradoxalement de la tutelle si des forces plus progressistes, plus alternatives, plus écologiques, qui remettent en cause les disparités ville-campagne, qui remettent en cause les rapports entre les sexes, qui induisent des formes d'autonomie du politique, à la fois face aux religieux, mais aussi face aux policiers, face à l'arbitraire de l'injustice. Il y a dans ces sociétés des moyens colossaux pour pouvoir jouer un rôle régional sur le plan géopolitique, pour réduire de nouveaux rapports beaucoup plus égalitaires, en tout cas moins inégalitaires avec les pays occidentaux. Malheureusement, le type de catégories politiques que nous avons dans ces sociétés sont enquistées dans des logiques qui sont en déphasage par rapport aux demandes démocratiques et aux volontés et aux aspirations pour la justice sociale et l'émancipation des populations. Et en ce sens, pour moi, les pétromonarchies et ces pétro-émirats sont fondamentalement des régimes qui favorisent les forces du status quo et quelque part qui consolident la politique étrangère et les intérêts géopolitiques, je dirais pas des pays occidentaux, mais des élites qui nous gouvernent, parce que les sociétés civiles des pays occidentaux ont aussi à cœur, en tout cas, une politique étrangère beaucoup plus soucieuse, beaucoup plus attentive à des enjeux de justice sociale. Je vous remercie. Alors, nous bouclons ces trois présentations avec beaucoup d'éléments supplémentaires et beaucoup de questions aussi qui nous restent. Merci Mouloud d'avoir essayé de replacer de façon différente de la façon dont on aborde habituellement à la fois le phénomène religieux, mais aussi les alliances politiques et les fins pour lesquelles elles se tissent et les conséquences aussi sur la non-reconnaissance au fond de l'aspiration des revendications des populations de la région. Il y a certainement encore beaucoup à dire à ce niveau-là, au niveau de l'échange tout à l'heure. J'espère qu'on pourra approfondir. Avant de vous permettre une pause bien méritée après ces trois présentations denses, quelques petites informations.